Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale? Objectif 2023, c'est moi revient sur les panels des Nexcop, la société éditrice de Actualité.cd. Ces débats s'est tenu le 23 août 2022 dans la salle Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa grâce à l'appui technique d'Internews, Iris et iFace. Il était placé sous les thèmes « Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale ?» Pour ce numéro, je vous propose de suivre Gérard Bissambou, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Il expose ici sur les implications de la nouvelle loi électorale et sur les opérations de la Commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup, madame. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs de cette activité, au nom de la CENI, au nom du président Kadima, qui porte le leadership de la CENI. Je voudrais en tout cas vous exprimer nos reconnaissances dans la mesure où vous avez pensé qu'au regard de toutes ces préoccupations, la CENI pouvait amener l'information, placer un mot, de manière à susciter les échanges, lesquels échanges aboutirait à des recommandations qui nous permettraient effectivement d'améliorer le travail. Le président de la CENI présente ses excuses pour autant qu'il était pris à d'autres urgences assez importantes et donc il a préféré que nous puissions le représenter pour apporter les informations de l'institution. Je voudrais en même temps souligner qu'avant d'être CENI, j'étais moi aussi société civile, secrétaire général de l'AETA. Et j'ai eu moi aussi à déployer une mission d'observation électorale. Ça signifie que toutes les préoccupations soulevées par les collègues, les honorables, les députés, nous les avions nous aussi mentionnées. Et la CENI elle-même a aussi fait l'évaluation du processus 2018. Elle a aussi analysé les rapports d'observation des différentes missions d'observation électorale, même aussi des rapports déposés par certains partis politiques qui ont eu à déployer des témoins. Et donc, la CENI est arrivée à dégager certaines recommandations pour améliorer le travail cette année. Ça signifie qu'il y a eu effectivement des irrégularités notamment en lien avec la traçabilité des résultats, la lisibilité des résultats, des irrégularités en lien avec la problématique du vote, du mode du vote. C'est une grande irrégularité qui effectivement a aussi donné lieu à une innovation. Il y a des irrégularités en lien avec, comme ils l'ont appelé, le dysfonctionnement institutionnel, mais j'appelle ça comme étant une faiblesse fonctionnelle qu'il faut noter. Effectivement, la loi donne quelques recommandations, a prévu quelques inondations par rapport à cela. Des irrégularités en fonction avec l'inclusion électorale qui a eu à bénéficier d'une innovation. Des irrégularités en fonction, je vais résumer ici, avec l'appropriation du système de vote. Effectivement, le seuil légal de représentativité qui aujourd'hui vient s'adjoindre au seuil de recevabilité, et le seuil naturel qui existe déjà dans l'application du quotient électoral, et puis finalement le vote en mode professionnel, proportionnel, entre là dans le système électoral qui devait connaître l'appropriation de l'ensemble d'acteurs pour apprécier le travail fait par l'institution électorale de manière effectivement à évaluer la fiabilité et en fait la traçabilité des résultats. Mais il faut noter que toutes ces préoccupations pouvaient nous plonger dans ce que moi j'appelle dans ma théorie électorale la remanence électorale. Vous avez observé les élections de 2006, 2011, 2018. Si vous constatez, il y a effectivement certains problèmes qui demeurent
même si ça s'améliore progressivement. Et donc, nous devons éviter de rester dans la rémanence électorale. Nous devons éviter ce que j'appellerais la tendance psychologique qui semble penser que nous devons demeurer dans ce qu'on appelle le paradigme de l'incertitude. Quand on a mis en place une CENI, on croit tout de suite que cette CENI-là va travailler en fonction de celui qui est au pouvoir. Il est important que nous puissions travailler à révolutionner cela, le paradigme de l'incertitude. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, nous nous placions dans le contexte de ce que nous souhaiterions. Je suis entre deux éminents députés. Celui-ci nous a parlé de ce qui est, et c'est ce que la CENI va appliquer. Celui-ci nous a parlé de ce qui devait être, évidemment, en donnant une valeur ajoutée. Et nous pensons que c'est le plaidoyer de continuer à faire, étant donné que nous allons avoir un autre cycle électoral, et ce qui devait être pouvait être capitalisé dans le contexte voulu pour améliorer davantage le code électoral. Mais en même temps, il est important de noter que aucune loi électorale, encore que ce soit un compromis politique, n'est parfaite plutôt. Mais la perfection de la loi électorale, ou encore ce qu'on recherche à travers la loi électorale, ce règle de jeu, ne vient que par les pratiques et comportements de ceux qui sont censés l'appliquer. Or, en principe, la CENI, actuellement, telle que l'édicte la loi qui la régit, travaille sous le mode de la transparence, du professionnalisme, de l'intégrité électorale. C'est tout à fait important. Et lorsque je parle de transparence, je vois toutes les questions d'accessibilité à l'information sous ces différentes formes. Je vois toutes les questions de permanence de l'information, gratuité de l'information, de la granulité de l'information. Ça, nous intériorisons cela à la CENI. Nous savons que nous sommes appelés à organiser des élections qui soient transparentes, crédibles, intègres, et arriver à intégrer la dimension de l'équité que la loi comporte déjà, renferme déjà, bien qu'il faille faire plus, de telle sorte que, par ce comportement, ces pratiques, nous puissions rendre des élections qui soient transparentes et qui amènent l'apaisement et la paix. Et comment est-ce que cela pourrait avoir un impact sur le travail que la CENI fait? J'ai reçu, à travers les expressions des collègues ici avec moi, plusieurs préoccupations auxquelles la CENI pourrait répondre, mais pour le moment, je voudrais en tout cas m'atteler sur la thématique qui m'avait été donnée et vous donner l'essentiel de comment la CENI pense vivre l'impact de la nouvelle loi électorale dans ses innovations, dans son travail. Mais il n'y a pas que les innovations qu'il faut prendre en compte, parce qu'en fait, la loi électorale, elle est une. Il y a des dispositions qui n'avaient pas été modifiées, qu'il faut continuer à prendre en compte et voir comment améliorer l'application de ces dispositions. Mais déjà, il faudra noter que la loi, dans ses innovations, va être applicable tout en la respectant dans les mesures d'application. Nous ne pouvons pas élaborer des mesures d'application qui s'éloignent de la loi. Les mesures d'application ne sont que le modus operandi de la mise en application de la loi, sans s'en éloigner, en tenant compte des procédures internes à la CENI, en tenant compte du contexte du travail de la CENI. Ici, je vois le contexte technico-opérationnel, administratif, le contexte, que dirais-je moi, financier, le contexte politique en termes de différents enjeux politiques qu'il y a dans le pays. Vous voyez toutes les questions de sécurité, ainsi de suite. Il y a des conflits au niveau des différentes entités. Tout ça, c'est le contexte qui influence la mise en application de la loi électorale à travers les mesures d'application. Et par rapport à cela, il faudra noter que la CENI est appelée à prendre en compte la question de ce qu'on appelait avant la machine à voter. Si vous allez dans la loi
c'est à l'article 47 modifié. La CENI ne va plus parler de la machine à voter. Nous allons parler du dispositif de vote électronique de vote. Donc dorénavant, habituez-vous à parler du dispositif électronique de vote. Ce n'est plus la machine à voter, parce qu'ici nous sommes en face de la combinaison entre le vote manuel, où il y a un papier bien codé, mais ce papier est imprimé par une machine. Il est imprimé par la machine, et pour autant que nous allons avoir deux types de dépouillement. Il y a un dépouillement électronique, les résultats sont là, Cyril l'a si bien dit, et la loi le dit, et il y a un dépouillement manuel dont la comparaison ferait foi. Et la loi nous dit très bien, dans la mesure où il y a divergence, qu'est-ce qu'il faut faire et à quel niveau il faut agir. Donc c'est le dispositif électronique de vote. Il n'est donc pas question ici de penser à un vote électronique, mais je crois que la CENI, dans le travail qu'il aura à faire, va davantage capitaliser ce mode de vote qui utilise un dispositif électronique pour faciliter le vote face effectivement aux impératifs logistiques, aux impératifs financiers et aux impératifs que j'appellerais moi sociologiques que nous avons. Voilà. Donc ça c'est d'abord par rapport à la question du vote électronique. C'est comme ça que la CENI va capitaliser cela dans les mesures d'application. Il y a aussi la question de l'observation électorale. Vous comprendrez que la loi donne et dicte clairement, tenant compte des problèmes que nous avons connus lors des élections de 2018, comment est-ce que l'observation doit être considérée. À quel moment on sollicite les accréditations et en cas de refus, la CENI doit motiver sa décision de refus, mais la mission qui sollicite les accréditations est appelée à faire recours. Et si le recours est bien ficelé, bien motivé, mais bien on peut lui attribuer cela. Donc au moins à ce niveau-là, il y a quand même quelque chose, une valeur ajoutée qui est arrivée. Mais une autre valeur ajoutée, c'est quoi? C'est que l'observation long terme va être prise en compte. Donc on devra faciliter en fait l'observation de toutes les opérations électorales. Déjà à partir de la cartographie, quand on a lancé l'opération de l'actualisation des cartographies opérationnelles, nous avions ouvert des bureaux pour des accréditations, pour que l'ensemble des acteurs de la société civile puissent observer cette opération, nous ramener leurs informations en termes de monitoring et proposer des recommandations qui devraient être prises en compte pour des améliorations. Donc, rassurez-vous que l'observation long terme est prise en compte et l'institution est tellement disposée, très ouverte à accorder des accréditations pour ça. Il y a toute la question de la traçabilité des résultats. Je salue mon confrère Cyril qui nous donne déjà là, en tout cas, un mécanisme de transparence tout à fait important. Évidemment, il a formulé quelques recommandations qui vont être prises en compte dans ce sens-là, avec toutes les étapes de la traçabilité. Si vous regardez dans la nouvelle loi électorale, vous prenez l'article 47, 67, 61, 71, et vous pouvez même lire 68 et 69, tous ces articles-là montrent comment est-ce que les résultats vont être, en fait, ça montre la traçabilité des résultats, dans la mesure où, au niveau des bureaux de vote, et ça existait déjà depuis 2006, il y a l'affichage de ce qu'on appellerait les agrégats ou des résultats préliminaires. À ce niveau-là, il ne s'agit pas de résultats, parce que le résultat de vote est le résultat, en fait, est le produit de l'application du système électoral. À ce niveau-là, il s'agit de l'affichage, si on peut l'appeler résultat, mais résultat préliminaire. Ce n'est même pas encore provisoire. Des agrégats de vote. Ça, c'est au niveau de bureau de vote, centre de vote. Vous allez au niveau de centre local de compilation, on est encore aussi dans l'affichage de tout ce qu'il y a comme agrégats compilés, qui ne sont pas encore des résultats.
qui ne sont pas encore des résultats. C'est affiché, c'est en même temps publié dans le site web de la CENI, qui est d'ailleurs déjà fonctionnel, vous pouvez le consulter. Mais lorsque tout a été fait au niveau du centre local de compilation, cette fois-là sera envoyé au niveau de la CENI au niveau national. Je voudrais être assez précis ici. Reçu par le secrétariat exécutif national, il est fait un travail. D'abord, il est calculé la valeur seuil et apprécié si la liste consolidée du regroupement des partis politiques ou encore partis politiques ou de l'indépendant répond ou encore atteint la valeur seuil qui, effectivement, pour l'élection législative est de 1% et pour les provinciales est de 3%. Donc, on consolide d'abord l'ensemble de voix d'une liste d'un regroupement politique et on calcule la valeur seuil. On voit si cette liste-là a atteint la valeur seuil. La deuxième étape, c'est quoi? C'est finalement de calculer le quotient électoral et de voir si la liste répond au quotient électoral. Et après, sur base de cela, on peut commencer à attribuer des sièges aux différentes listes en tenant compte des résultats, en tout cas du nombre de voix obtenues par chacun des membres sur la liste, étant donné que nous sommes dans la proportionnelle à liste ouverte à une seule voix préférentielle. C'est à ce niveau-là qu'on peut parler d'un résultat et qui ne sera encore que provisoire, parce que le résultat a subi le matraquage de ce système électoral dans toutes ces différentes étapes. Et finalement, la CENI peut passer à la publication des résultats qui seront dits provisoires. C'est à ce niveau-là que le résultat est publié par la CENI après délibération de la plénière. C'est encore une opération importante parce que ça se fait au niveau du secrétariat exécutif national, ça monte au niveau du bureau et ça arrive au niveau de la plénière qui examine, qui délibère, qui prend décision et qui donne quitus au président à pouvoir publier le résultat provisoire. C'est la loi qui le dit. D'ailleurs, dans la loi organique à l'article 9, on parle de l'annonce de résultats provisoires. Et dès que c'est annoncé, c'est affiché, c'est publié dans le site web. Mais il reste maintenant une troisième étape. Nous avons affichage, publication, résultats provisoires, et la troisième étape va être la proclamation des résultats définitifs au niveau des cours et tribunaux. C'est la loi qui le dit. Et ça, je crois que cette loi qui vient clarifier, mais effectivement qui donne à la CENI des obligations d'affichage, de publication, ainsi de suite, vient quand même rendre le travail de la CENI efficace. Il y a la question de seuil. La question de seuil, nous allons en discuter tout à l'heure là. Il est important de noter que le seuil ici est à deux étapes. Le seuil de recevabilité, c'est en amont, dans la réception des listes de candidatures. Et celui-là, c'est un seuil que j'appellerais vulgairement de participation. Sous d'autres récits, on applique même le parrainage, qui est un seuil, effectivement. Mais ici, nous sommes dans le seuil de recevabilité, qui donne à une liste de candidats accès de participer comme candidat au scrutin. Mais le deuxième niveau de seuil, c'est le seuil de représentation légale. Ici, le candidat a participé, il est allé aux élections, le vote a eu lieu et il a même des voix. Et c'est au travers de l'ensemble de ces agrégats qu'on va évaluer s'il a atteint le seuil. Il y a des avantages effectivement à cela, tout comme pour tout système électoral, il ne manque jamais des avantages. Mais effectivement, le système électoral est adopté en fonction du contexte sociétal, en fonction des contraintes sociétales et en fonction aussi de la vision et de ce qu'on voudrait réaliser. C'est tout à fait important parce qu'aucun système électoral n'est parfait. Tout comme effectivement, aucune loi électorale ne peut être parfaite. C'est un peu le fruit de la dynamique politique au niveau du législateur, de l'institution qui est appelé à décider de la loi. Et donc, la loi que nous avons aujourd'hui
C'est le fruit de la dynamique politique. Et nous, comme CENI, je disais que j'étais entre ce qui est, ce que nous avons, et ce qui devait être. Mais nous, nous travaillons dans la neutralité en fonction de ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver, c'est la paix dans le pays au travers des élections apaisées, qui soient transparentes, qui soient crédibles, mais des élections justes où les gens vont voter librement. C'est tout à fait important, tout en effectivement agissant en toute intégrité, en toute honnêteté et sincérité dans le traitement de toutes ces questions. Vous avez l'innovation par rapport, il a dit c'est incitatif, par rapport à l'intégration du genre, l'inclusion genre, avec la prise en compte des femmes et des personnes avec handicap. Évidemment, là, il faudra dire que c'est aussi au niveau de la participation, mais il va falloir qu'un travail important soit fait au niveau des acteurs de la société civile, non seulement des femmes, hein, masculinité positive oblige, que les hommes soient aussi là, parce que le fait d'aligner les femmes ne signifie pas nécessairement que ces femmes seront élues. C'est tout à fait important. Encore que nous ne sommes pas dans un système zébré. C'est important, ce n'est pas un système zébré où la liste est d'abord fermée et puis on a hommes, femmes ou encore femmes, hommes, ainsi de suite. Non, on peut classer les femmes sur une liste de 10 sièges ou encore de 10 personnes, on les place parmi les 5 dernières, tout comme on peut les placer parmi les 5 premières. Donc ici, aucune recommandation n'avait été faite par rapport à cela. C'est comme pour dire que les femmes et les hommes, nous avons encore une lutte à mener par rapport à l'objectif que nous voulons atteindre pour ce qui est des femmes. Et je voudrais aussi, en réalité, souligner le fait qu'il est important qu'avec ces innovations, je les ai pris un peu en résumé, que la société civile continue à faire le travail, que les acteurs politiques fassent le travail. Parce que la CENI n'a qu'une manœuvre limitée dans l'élaboration des lois. La CENI n'y va que comme experte. Et encore qu'elle peut parler sans qu'elle soit écoutée. Parce que tout se décide au niveau des politiques. Ça se décide au niveau des politiques. Il y a donc nécessité que la loi, la mise en application soit accompagnée par la société civile, par des acteurs politiques, à travers différents cadres. Parce que la CENI, effectivement, est consciente de son obligation de transparence en termes d'ouverture d'information, étant donné que l'information électorale est une information publique qui nécessite en fait d'être ouverte, être à la disposition de l'ensemble des citoyens parce que c'est leur droit à ce niveau-là. Donc, des mécanismes d'encadrement, des mécanismes de transparence que Cyril a évoqués ici, au niveau, à chaque étape du processus électoral, de telle sorte que nous puissions tous atteindre l'objectif, parce que je pense que l'obligation de la transparence et de la redevabilité ne revient pas seulement à la CENI, mais cette obligation revient à tout le monde, à toutes les parties prenantes. Parce que la CENI a aussi des informations à recevoir des parties prenantes, tout comme les parties prenantes ont des informations à recevoir de la CENI. Je voudrais quand même terminer, j'ai évoqué tout à l'heure là que j'étais quelqu'un qui venait de la société civile. C'est comme pour autant dire que la CENI n'est pas monopartisane, parce qu'en tout cas moi je n'ai jamais été dans un parti politique et je ne suis pas seul. Nous sommes quand même un nombre qui créons une dynamique de réflexion, une dynamique de discussion. L'on peut beaucoup penser, dire, bon écoutez, c'est une CENI qui est tout à fait partisane, qui appartient à tel, ainsi de suite. Mais rappelons-nous quand même, le 21 février, lorsque la CENI se rend compte qu'elle n'a pas de moyens pour organiser les élections, le président de la CENI n'a pas hésité de parler à travers les médias que si nous n'avons pas d'élections, c'est parce que je ne reçois pas d'argent. Que jusqu'à présent, je n'ai encore reçu aucun rond sur les opérations électorales. Nous pouvons comparer, ça n'avait jamais été fait. Où un président de la CENI se met en affrontement avec ceux qui doivent lui donner de l'argent. Encore que la question financière est une question qui, effectivement, essaye de mettre un peu à mal l'indépendance de la CENI. Mais nous avons osé nous en départir. Nous avons un autre effet. On a semblé mettre ensemble le recensement et l'enrôlement des électeurs. Mais aujourd'hui, vous comprendrez très bien, vous pouvez noter, vous convaincre que l'enrôlement des électeurs va anticiper, va précéder le recensement. Et nous avons réussi à lancer le marché pour le kit. Nous allons lancer l'enrôlement et c'est maintenant le recensement qui vient se greffer à travers le travail de la CENI avec
les variables que la CENI devra avoir 26 variables pour finalement donner le fichier au recensement de continuer le travail. Ça signifie quand même que la CENI travaille pour essayer de préserver son indépendance de manière à avoir des élections qui soient quand même des élections justes, équitables et qui établissent le rapport de force entre les différents compétiteurs. Ces panels a été organisé par Kinshasa News Lab, initiative de Nexcope, la société éditrice des actualités.cd. On se retrouve la semaine prochaine.